les premiers travaux, les premiers engagements de cette association, c'était de faire sortir l'information justement sur la guerre civile au Guatemala en dehors du pays, puisque à partir des années 70, il y a eu des massacres qui ont eu lieu, mais voilà, c'était dans le contexte de la guerre froide, donc une répression contre la guérilla communiste, mais surtout contre la population civile. Et c'était très difficile de faire sortir l'information du pays. Donc les premiers comités de solidarité qui se sont formés dans ces pays-là, leur principale mission à la base, c'était d'informer le reste du monde sur ce qui se passait dans ces pays-là. Que ce soit en Amérique centrale d'ailleurs, ou en Amérique du Sud, notamment au Chili, dans toutes les périodes de répression et de dictature qu'il y a eu dans ces pays-là dans les années 60. Quand cette association qui s'appelle l'Association pour la justice et la réconciliation s'est formée, ces personnes ont demandé que se poursuive l'accompagnement international qui avait eu lieu à partir de la signature des accords de paix en 1996. Parce que donc, le conflit armé interne ou la guerre civile a pris fin en 1996. Donc à la fin des années 90, au milieu des années 90, il y a des gens qui étaient réfugiés internes ou exilés, qui ont commencé à revenir du Mexique vers leur terre. Et en fait, jusqu'à la signature des accords de paix, il y avait encore des populations qui revenaient au pays et qui se faisaient encore massacrer. Donc il y avait des internationaux solidaires qui ont accompagné ces gens de retour de l'exil pour assurer leur sécurité. Et donc en 2000, quand l'Association pour la justice et la réconciliation dépose la première plainte pour génocide, donc il demande à ce que cet accompagnement solidaire, cet accompagnement international protecteur continue, puisqu'ils craignaient pour leur sécurité, pour la sécurité de leur famille, du fait d'exiger justice dans un pays où les bourreaux sont finalement les voisins des victimes, puisqu'il y a une grande partie du conflit, surtout au début des années 80, en fait, la répression elle a été exercée par l'armée, par les militaires, mais aussi par des patrouilles d'autodéfense civile, donc qui étaient des gens qui étaient enrôlés de force comme paramilitaires et qui ont aussi participé à des exactions pendant la guerre. Ce qui fait que dans les communautés, en fait, il y a des gens qui ont participé à des exactions, qui vivent à côté de leurs victimes. Donc, exiger justice dans un contexte comme cela, c'est difficile psychologiquement, mais aussi pour la sécurité des personnes. Donc quand cette association a fait cette demande d'accompagnement international, pour que l'accompagnement international se poursuive, c'est là qu'a été créé le projet d'accompagnement international dans lequel participe l'association Collectif Guatemala. Donc depuis 2000, le projet ACOGuaté, qui est formé exclusivement de volontaires, accompagne les défenseurs des droits humains au Guatemala. Donc, dans un premier lieu, l'accompagnement international était surtout dirigé aux témoins du génocide, et à partir de l'année 2005, ça s'est un peu élargi et on a eu des demandes d'accompagnement de personnes qui défendent leur terre, qui défendent le territoire. Donc à l'heure actuelle, le projet terrain il est conformé d'une équipe de 15 volontaires et de 5 personnes qui assurent la coordination. Les volontaires restent entre 3 mois et 1 an, et les personnes de la coordination entre 2 et 5 ans. Donc moi j'ai été volontaire bénévole pendant 2 ans, et ensuite j'ai fait partie de la coordination du projet pendant 4 ans. Et nous accompagnons une trentaine d'organisations guatémaltèques, que ce soit à la capitale ou dans plusieurs départements du pays. Et en tout, ce sont un peu plus de 300 personnes qui bénéficient d'un accompagnement protecteur, alors soit de façon régulière, c'est-à-dire qu'on leur rend visite chez eux, les volontaires restent avec eux, vivent avec eux, soit lors d'événements particuliers, par exemple observer une manifestation, observer une marche, observer une audience au tribunal, etc. Ou bien lors de déplacements à haut risque, par exemple des témoins qui voyagent pour aller assister à une audience, par exemple, et qui craignent pour leur sécurité pendant le trajet.
Donc voilà, ça a plusieurs modalités, et puis de toute façon, c'est les gens qui décident comment ils souhaitent être accompagnés. Après, le but principal, c'est la protection, la sécurité, c'est aussi en fait lever leur profil, en fait, les rendre plus visibles. Et puis, il faut savoir que l'accompagnement, en fait, il est basé sur le fait d'être étranger. Donc, ça utilise le privilège, en fait, d'être blanc, de ne pas être guatémaltèque et d'avoir accès surtout à un réseau en dehors du pays. Donc, on utilise ce privilège d'être étranger pour en fait, faire penser à 2 fois un agresseur qui voudrait commettre une agression contre un défenseur et donc diminuer les risques de menaces ou d'attaque envers un défenseur. Et ensuite, on utilise cette information de première main, d'observation sur le terrain, pour rédiger des rapports, des articles, et donc continuer cette première mission qu'avaient les gens solidaires avec les luttes guatémaltèques dans les années 70, c'est-à-dire de continuer à faire sortir l'information du pays et à sensibiliser le public, donc dans tous les pays d'où viennent les volontaires, sur les luttes au Guatemala et pour visibiliser ce petit pays dont on ne parle pas souvent finalement, en France notamment. Au Guatemala, il y a un bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies. Donc ils ont aussi des observateurs sur le terrain et on est en relation avec eux sur le terrain. Et après, les différents comités de solidarité d'Europe et d'Amérique du Nord qui participent au projet d'accompagnement international au Guatemala organisent annuellement des tournées de défenseurs. Donc, par exemple, le collectif Guatemala invite chaque année 1 à 2 personnes pour des réunions d'incidence politique, des réunions d'information, des conférences, participer à des festivals, etc. Et dans ce cadre-là, on fait aussi des actions de dénonciation à Genève, notamment auprès de l'ONU, auprès d'autres instances diplomatiques. Donc nous, en général, on invite des gens qui participent à des réunions ou à des actions en Espagne, en Suisse et en France. Après, il y a différentes commissions de l'ONU qui aussi organisent des visites, notamment par le biais des rapporteurs spéciaux. Donc, il y avait le rapporteur spécial sur les peuples autochtones, par exemple, qui est venu au Guatemala il y a quelques années, qui a produit un rapport. Il y a aussi eu récemment, dans le cas de prisonniers politiques qui sont des défenseurs du territoire, une résolution qui démontre que ces arrestations étaient arbitraires, par exemple. Donc oui, il y a des résolutions de l'ONU ou des visites, des missions, des rapports, etc., qui font un petit peu pression sur les autorités guatémaltèques, mais c'est un petit grain de sable de plus pour appuyer les luttes, mais c'est pas ça qui fait changer les choses au quotidien, en fait. L'accompagnement international, il est basé sur plusieurs principes. Il est basé sur les principes de non-violence, non-ingérence et non-partidisme. C'est-à-dire qu'on n'accompagne pas des gens pour leur appartenance à un parti politique. On ne fait pas d'ingérence, c'est-à-dire qu'on ne s'implique pas du tout dans les décisions des organisations, on est vraiment aux côtés des organisations et des défenseurs, et on n'ingère pas dans leur travail. Et oui, c'est une présence bien sûr non armée et basée sur la non-violence. Et on n'accompagne pas non plus de gens qui seraient armés, par exemple, qui participeraient à des activités illégales. Et ça, c'est parce que, pour respecter le principe de non-violence et pour aussi avoir une crédibilité en tant qu'observateur international. Pareil, ça c'est aussi une invitation, si ça vous intéresse. Il faut parler espagnol quand même, bien comprendre l'espagnol, parce que il faut pouvoir il faut comprendre bien les dossiers, et puis il y a beaucoup de cas où on accompagne des procès ou des cas juridiques en fait, donc il faut quand même bien pouvoir parler espagnol. Mais voilà, si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés à participer à une expérience solidaire entre 3 mois et 1 an, faites passer l'info. Je voulais continuer avec le thème de la justice et la lutte pour la justice, notamment des femmes au Guatemala, avec une petite information récente. En février, il y a eu un procès qui a eu lieu
pour crimes contre l'humanité et disparition forcée. C'est une lutte qui a duré plus de 30 ans et c'est 11 femmes qui sont mayas du peuple Kekchi. On voit sur la photo en fait avec le visage caché. Là c'est lors du procès qui a eu lieu en février. Et elles ont réussi à faire condamner 2 ex-militaires pour ces crimes et c'est la première fois dans un tribunal au Guatemala que sont jugés des crimes contre l'humanité qui sont des violences sexuelles, violences domestiques et esclavage domestique. Donc il y a 2 ex-militaires qui ont été condamnés un à 240 années de prison et l'autre à 120 ans pour donc, violation sexuelle, esclavage domestique, disparition forcée et assassinat. Alors c'est pareil, il faut aussi valoriser et bien comprendre que ces femmes elles ont un énorme courage parce que c'est des crimes qui sont éclaircis 30 ans après, donc c'est des personnes qui donnent leur témoignage et qui ont lutté toute leur vie pour obtenir justice. C'est très difficile parce que c'est dans un contexte où le machisme et la violence contre les femmes est très très important au Guatemala, comme dans tous les autres pays qui entourent le Guatemala notamment. Et du coup, pendant le procès, avant le procès et pendant le procès, il y a eu énormément de diffamations contre ces femmes, des diffamations donc relatives au genre, menaces contre les femmes qui témoignaient au procès, contre les avocates aussi et les organisations féministes qui appuyaient ces femmes. La diffamation, c'est très présent au Guatemala autour des luttes comme la criminalisation. Et les grands médias, les médias corporatifs participent grandement en fait, à ces diffamations. Il y a des gens qui font partie d'associations d'ex-militaires ou des gens d'extrême droite qui écrivent des tribunes d'opinion dans la presse qui visent aussi à diffamer toutes ces luttes. Donc c'est vraiment dans un contexte difficile que ces 11 femmes qui sont Maya Kekchi ont obtenu justice en février. Le taux d'impunité est incroyable au Guatemala. Avant la prise de possession de la fiscale, de la procureure générale qui a été évincée en fait avant la fin de son mandat, qui s'appelait Claudia Paz y Paz, le taux d'impunité était de 98% pour les meurtres. Après sa gestion, il est passé à 70%, mais c'est quand même un taux d'impunité incroyable. Et ce genre de crime peuvent être jugés maintenant parce qu'il y a des magistrats aussi qui ont lutté pour que soient instaurés dans le pays des tribunaux de haut risque qui sont compétents pour juger des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide. Et d'ailleurs, les juges aussi sont la cible de diffamation. Les avocats des accusés déposent souvent de nombreux recours. Dans le procès pour génocide, il y a plus d'une centaine de recours qui ont été déposés. Et en fait, ils ne sont pas dans la défense, ils font seulement du litige malicieux, comme on dit en langage juridique, c'est-à-dire qu'ils ne déposent que des recours, des récusations, et ils ne font pas du tout du travail d'avocat sérieux. Yasmine Barrios qui a dicté cette sentence, et c'est la même juge qui avait condamné en 2013 Efraín Ríos Montt pour génocide. Et cette juge a aussi été beaucoup diffamée par la branche, par les gens qui appuient l'armée en fait et qui nient le génocide. Des organisations féministes et les organisations d'avocates qui ont appuyé les témoins ont demandé un accompagnement international tout au long du procès, donc pour elles et pour les victimes, avec l'observation d'audience. Là, je vous ai mis une petite carte pour situer tous les peuples autochtones au Guatemala, qui sont présentés en couleur. En fait, il y a 25 langues qui sont parlées dans le pays. Il y a 22 peuples mayas, d'origine maya. Donc leur langue principale, c'est leur langue maya. Il y a 22 peuples mayas différents. Et il y a aussi 2 autres peuples qui ne sont pas d'origine maya, qui sont les Xinca et les Garifuna. Les Garifuna, ils sont sur la côte Caraïbe, en fait c'est un peuple afro-caribéen. Et en plus de ces langues mayas, le Xinca et le Garifuna, donc il y a aussi l'espagnol bien sûr. Mais il faut savoir voilà, que pour les gens qui font partie des peuples autochtones, leur langue maternelle, c'est pas l'espagnol. Et il y a au moins 50% de la population au Guatemala qui
sont des peuples autochtones. Et les gens qui sont impliqués dans la lutte parlent de plusieurs périodes de génocide. En fait, la première, c'était pendant la conquête espagnole, donc en 1524. Ensuite, il y a eu pendant la période d'indépendance, en fait, ce sont les criollos, donc les familles de descendance espagnole, qui ont continué à accaparer les bonnes terres, et donc ce sont eux qui ont réussi à obtenir l'indépendance du pays de la couronne espagnole. Et ensuite, il y a la période du conflit armé interne, donc de 1960 à 1996. Et maintenant, on parle aussi d'une autre période de génocide, entre guillemets, c'est toute la répression qui continue contre les peuples indigènes pour l'accaparement des terres, donc pour les monocultures, et surtout, depuis les années 70, pour le développement de projets qui utilisent les ressources naturelles. Donc des projets extractifs, ou des projets, ou des méga-projets, ou d'infrastructures. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la plupart de ces projets se superposent aussi à ces départements-là. Donc en fait, la période de génocide pendant la guerre civile, la répression contre les populations, ça visait aussi à s'accaparer ces terres où il y a la plupart des ressources naturelles. Et d'ailleurs, c'est dans les années 70, quand ont commencé les premiers massacres, qu'ont aussi été signées plusieurs alliances entre les dictatures et des entreprises privées et des gouvernements d'autres pays, justement, pour exploiter les ressources sur ces territoires. Donc il faut bien faire le lien, en fait, entre cette période sombre de l'histoire et en fait ce qu'on voit actuellement. Donc pendant la guerre civile, il y a eu 200 000 morts, 45 000 disparus et 1 million de personnes déplacées de manière forcée, donc soit en exil en dehors du pays, surtout vers le Mexique, soit réfugiés internes. Et les gens ont fui dans les montagnes, notamment dans des Comunidades de Población en Resistencia, les CPR. Donc il y a des gens qui ont vécu des dizaines d'années dans les montagnes, dans la forêt, pour fuir les massacres. Et il y a aussi eu jusqu'à 1 million de personnes enrôlées de force dans ces fameuses PAC, donc les patrouilles d'autodéfense civile. Et c'est les pires massacres, et la plupart des massacres ont eu lieu en fait entre les années 80 et 83, quand le général Efraín Ríos Montt était au pouvoir. En fin de vie en ce moment, le procès qui a eu lieu en 2013 l'a pas mal affecté apparemment. Donc ça, c'était en mai 2013. C'est un procès pour génocide et crimes contre l'humanité qui a eu lieu au tribunal de sentence A, donc aussi avec la juge Yasmine Barrios, qui a donc jugé les crimes de violation sexuelle qu'on a vu avant. C'est la première fois au monde que des crimes de génocide ont été jugés dans un tribunal dans le même pays où se sont produits les crimes. Donc c'était une sentence historique. Efraín Ríos Montt a été condamné à 80 ans de prison pour génocide et crimes contre l'humanité, et à ses côtés il y avait aussi son chef de l'intelligence militaire, Mauricio Rodríguez Sánchez, qui a été jugé, mais lui il n'a pas été reconnu coupable. Malheureusement, cette sentence historique a été annulée seulement 10 jours après, donc par la Cour constitutionnelle, qui est le plus haut tribunal du pays. Et cette sentence a été annulée sur un supposé vice de forme, donc même pas sur les faits, et de façon illégale. Ensuite, la juge Barrios a subi des pressions pendant les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi. Et ce procès doit donc se renouveler, se répéter. Et là, il y a déjà eu 3 tentatives de reprise du procès qui n'ont pas abouti. 2 l'année dernière, une fois en janvier, une fois en juillet, et cette année, donc le procès devait reprendre début janvier, et il a été à nouveau reporté du fait de plusieurs recours qui ont été déposés par les avocats de la défense. Après, c'est plutôt des recours des avocats de Ríos Montt, donc qui veulent pas que le procès ait lieu à nouveau, qui veulent pas qu'il soit à nouveau jugé et reconnu coupable. Par contre, les avocats de Rodríguez Sánchez, eux, ils ont plutôt intérêt à ce que le procès recommence, parce que du coup,
ben, lui continue à être en détention préventive, étant donné que le procès qui faisait qu'il était reconnu non coupable a été annulé. Donc pour lui, c'est un peu moins positif. Au cours de l'audience qu'il y a eu en janvier, le procès a été fixé là, pour le 16 mars 2016, donc il faut être attentif à ce qui va se passer dans quelques jours. Après, ce sera un procès à huis clos, ça a été décidé notamment du fait de l'état de santé qui est très mauvais de Henry Osmond, donc les avocats ont réussi à obtenir que ce procès se fasse à huis clos sans la présence de la presse. Et en fait, il ne pourra pas y avoir un verdict condamnatoire, c'est-à-dire que ce sera juste une sentence morale et il ne pourra plus être condamné à des années de réclusion. Dans l'association pour la justice et la réconciliation, ça regroupe des victimes ou des témoins du génocide qui vivent dans plusieurs départements du pays, mais le procès pour génocide, il a été fait sur la base de preuves qui sont seulement de la région Ichil dans le Kitché. Je voulais aussi parler de l'autre partie du travail d'accompagnement international qui est d'accompagner des défenseurs de la terre et des biens naturels et du territoire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les populations mayas, comme vous l'imaginez, elles ont une cosmovision maya et elles sont très liées à leur territoire. Leur territoire, c'est pas seulement la terre, en fait, c'est l'espace géographique, mais c'est aussi tout ce que ça comporte de culture, de bien naturel, de spiritualité. Et la spiritualité maya, elle est très liée, en fait, à ce territoire. Donc, quand il y a des atteintes, en fait, au territoire, que ce soit l'intrusion d'entreprises ou l'exploitation des biens naturels, ça les affecte directement en tant qu'être humain. L'État du Guatemala a signé et ratifié la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail. Et dans son article 6, ça stipule qu'il y a un devoir d'information et de consultation des peuples autochtones pour tout projet, que ce soit un projet en fait physique ou de loi qui concerne les peuples autochtones. Par exemple, la France, qui a aussi des populations autochtones, notamment en Guyane et dans d'autres parties du monde, n'a pas ratifié cette convention internationale. Il y a peu de pays qui l'ont ratifiée, mais le Guatemala en fait partie. Donc ça implique que le gouvernement devrait informer en amont et consulter les peuples autochtones quand une entreprise a décidé de venir construire une mine sur un territoire. Donc bien sûr, dans la pratique, ce n'est pas du tout le cas. Il y a depuis les années 2005, il y a eu un grand effort de consultation de la part des propres peuples autochtones qui a été réalisé, c'est-à-dire que c'est un processus de sensibilisation et de prise de conscience. Conscientisation. En fait, c'est des pratiques ancestrales mayas, mais ça a été développé dans les années 2000, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'entrée du plus gros projet minier dans le pays. En 2005, il y a eu une mine d'or qui s'est construite, et donc les populations qui vivaient autour et dans les départements alentours ont décidé de réaliser ces consultations pour se prononcer contre, pour ou contre, mais en fait à 99% les gens se prononcent contre, pour donc donner leur avis sur l'entrée de ces méga-projets dans leur territoire. Donc il y a une mine d'or qui a été construite par Goldcorp, qui est une des plus grandes entreprises minières au monde, qui est une entreprise multinationale canadienne dans la région de San Marcos. Et donc à partir de là, il y a des dizaines et des dizaines de consultations communautaires qui ont été réalisées, notamment dans les départements de l'Altiplano, puisque c'est dans ces territoires que les entreprises multinationales ont des vues pour développer des projets miniers, mais aussi des projets d'extraction de pétrole et des centrales hydroélectriques.
et des monocultures de palmiers à huile ou autres dans les régions qui sont au climat tropical. Les gens qui luttent contre ce projet, ils dénoncent aussi un modèle énergétique qui va pas en leur faveur, parce que les centrales hydroélectriques au Guatemala, elles vont alimenter un système d'électricité nationale, mais ça ne va pas du tout pour les gens comme on pourrait le croire ou comme on essaie de faire croire aux gens. Donc c'est pas parce qu'on a une centrale hydroélectrique à côté de chez soi qu'on va avoir accès à l'électricité en fait. Donc ça alimente un système national, et d'ailleurs le Guatemala est en surproduction, donc alimente même les pays voisins en électricité. Et quand une entreprise arrive pour s'imposer, pour se faire bien voir, donc les premières promesses, c'est que le prix de l'électricité va baisser, ou que les gens qui n'ont pas encore accès à l'électricité vont avoir accès à l'électricité. Ce n'est pas du tout le cas. Et ensuite, ce surplus d'électricité, il sert aussi à aller alimenter justement les mines, les usines de textiles qui sont dans les zones extra-urbaines, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi une immense exploitation de main-d'œuvre peu chère, donc notamment dans l'industrie textile, vers la capitale, et puis pour aller alimenter les entreprises extractives. Donc, les entreprises ne sont même pas des entreprises nationales en plus. Dans le cas de Bahía, c'est une entreprise de capital espagnol qui s'appelle Hidralia, qui est impliquée, qui voudrait venir profiter de cette rivière Cambala. Et donc dans le cas de la Ligue de Barrias, il y a déjà eu des assassinats, des menaces, des attaques, et maintenant des gens qui sont en prison. Voilà. Donc une des nouvelles formes de répression en fait, de l'État guatémaltèque, avant c'était d'assassiner les gens. Maintenant que les luttes sont plus visibilisées, c'est plutôt la criminalisation, la diffamation, et ça se passe au Guatemala et dans les pays alentours. On dira que c'est la même chose. La situation est presque pire d'ailleurs, comme on a pu le voir avant avec l'assassinat récent de Berta Cáceres. Mais voilà, c'est une nouvelle forme de répression contre les peuples autochtones, c'est de diffamer, un peu comme ça se passait en fait pendant la guerre civile, parce que en fait on nommait les populations mayas de guerrieros en fait pour justifier la répression contre ces populations civiles. Mais en fait c'est de faire l'amalgame à chaque fois. Avant on traitait les gens de guerrieros, et maintenant on les traite de communistes ou de terroristes. Ces gens ils sont accusés de délits très très graves comme terrorisme ou atteinte à la sécurité de la nation par exemple, et du coup tous les gens qui dénoncent ça et qui sont impliqués dans ces luttes font le parallèle en fait. C'est un peu la même situation qui était vécue pendant la guerre civile, qui se répète aujourd'hui, et c'est toujours pour l'accès aux ressources. La région qui est en jaune tout en haut, ça c'est un seul département, c'est le département le plus vaste du pays, c'est pratiquement un tiers du pays, c'est le Petén. Et ce département est assez bien connu des gens qui ont visité le Guatemala en tant que touristes, parce que c'est la région où il y a le plus de zones archéologiques mayas. Il y a les pyramides les plus grandes du royaume maya en fait, notamment le site archéologique de Tikal. Et tout au nord-ouest du département, il y a une zone naturelle protégée qui s'appelle la réserve de biosphère maya, qui est une zone reconnue par l'UNESCO comme patrimoine mondial, et qui est aussi une zone humide d'importance internationale reconnue par la Convention de Ramsar. C'est la deuxième plus grande zone humide des Amériques après le Pantanal au Brésil, donc en Amazonie. Et dans cette région, il y a une exploitation de puits de pétrole depuis 1985, qui était à la base une entreprise multinationale états-unienne, et qui a été repris par une entreprise franco-britannique qui s'appelle Perenco, qui a un petit logo breton comme emblème. Donc les Bretons doivent être super contents quand ils voient ça. Et cette entreprise exploite 49 puits de pétrole, donc dans cette zone naturelle protégée. Et le contrat de Perenco devait prendre fin en 2010. Et à cette époque, le gouvernement du président Alvaro Colom, a reconduit ce contrat pour 15 ans, donc de manière illégale,
parce que en 85, la région n'était pas encore déclarée comme parc naturel protégé, mais en 2010, c'était le cas. Et donc, ça devient illégal de reconduire un contrat pétrolier dans une zone qui est protégée. Et donc, malgré ça, l'entreprise a vu son contrat reconduit en toute impunité. Et donc, à ce moment-là, le collectif Guatemala a initié une campagne autour de cette entreprise pour faire sortir cette information du Guatemala, déjà, parce que bien que l'entreprise soit française, il y a peu de gens qui connaissent rien que le nom de l'entreprise et les conséquences que son exploitation a dans le pays. Et cette entreprise, elle est caractérisée par ces alliances où qu'elle exploite, en fait, dans les différents pays dans le monde où elle exploite, ces alliances avec des gens pas très sympas comme l'armée, les paramilitaires, etc. Donc, comme c'est le cas au Pérou, en Colombie et au Congo. Et d'ailleurs, dans le cas de l'exploitation de Perenco au Guatemala, il y a un petit montant par baril de pétrole produit qui va directement financer l'armée. Et dans le cadre de la reconduction du contrat pétrolier en 2010, il y a eu la création d'un bataillon spécial de l'armée, le bataillon vert ou le bataillon de la jungle, qui a été financé par Perenco pour, alors dans la théorie, ce serait pour lutter contre le trafic de flore et de faune dans le parc naturel et contre le trafic de drogue. Mais dans la pratique, en fait, il y a des barrages militaires pour contrôler les gens à l'entrée du parc, pour les empêcher de faire rentrer des matériaux de construction, par exemple, pour améliorer leur maison ou construire des écoles ou des puits. Et puis là, c'est pour faire peur, en fait, c'est pour que la terreur revienne, comme pendant la guerre civile, pour faire revivre cette image du militaire qui a le contrôle du territoire. Et surtout, oui, pour terroriser et du coup pour essayer d'affaiblir les résistances et les luttes. Donc à partir de 2010, avec le collectif Guatemala, on a commencé à documenter les violations des droits humains qui ont lieu autour de cette exploitation pétrolière, de ses liens avec les militaires, etc. Et aussi des impacts environnementaux qu'a cette entreprise, bien sûr, puisqu'il y a régulièrement des fuites de pétrole. C'est très difficile à aller observer parce que du coup la zone est très difficile d'accès. Ce sont uniquement les gens qui habitent à côté qui pourraient faire des observations, sauf que en fait, vu que ces territoires sont très éloignés et vu la situation d'impunité et de violence qu'il y a, les gens ils ont aussi la crainte d'aller documenter, observer ou prendre des photos quand il y a des dommages environnementaux, puisqu'ils ont peur tout simplement de se faire assassiner, en fait. Et du coup, c'est les criollos qui ont réalisé l'indépendance de la couronne espagnole, et en fait, dans les années qui ont suivi, en l'occurrence en 1871, il y a eu l'année de la réforme libérale au Guatemala, et c'était la continuité de l'esclavage, puisqu'il y a des lois qui sont passées à ce moment-là. Il y avait une dictature qui a décrété des lois qui rendaient le travail obligatoire pour les gens qui n'étaient pas occupés. Donc en fait, c'était la continuité de l'esclavage, et c'est pour ça que cette période est aussi une période noire, parce que toute personne qui n'était pas occupée devait aller gratuitement travailler dans les fincas ou construire des routes, par exemple. Et d'ailleurs, en comparant cette époque-là avec la situation actuelle, on retrouve encore des similitudes. Il y a beaucoup de gens qui, chaque année, par saison, en fait, vont descendre de l'altiplano et vont donner de la main-d'œuvre, vont apporter de la main-d'œuvre pas chère dans les plantations de canne à sucre, notamment pour la récolte. Et dans les régions où il y a une forte expansion des monocultures de palmiers à huile, ça a des conséquences totalement destructrices sur plein de choses, mais aussi sur le tissu familial, sur les familles, parce que les gens perdent leurs terres et du coup ils n'ont plus les moyens ils n'ont plus d'autosuffisance alimentaire.
Donc ils se voient obligés en fait d'aller d'aller travailler dans ces mêmes plantations de palmiers à huile pour lesquelles, à cause desquelles ils ont perdu leur terre. Et du coup, ça détruit aussi totalement le tissu familial. Et puis les femmes aussi sont obligées d'aller travailler dans ces plantations. Et puis après, il y a aussi toute la partie environnementale qui est désastreuse parce que ça contamine, ça pollue totalement les cours d'eau et les gens ont des maladies de peau, etc. À cause des pesticides qui sont utilisés dans ces plantations. Et d'ailleurs, à la fin de l'année dernière, il y a eu un écocide dans le sud du département du Péten. Il y a une entreprise qui transforme la noix du palmier à huile en huile, qui a fait d'importants rejets toxiques dans une rivière et il y a toute la faune en fait qui a été détruite. Il y avait des milliers de poissons qui flottaient, ça a été un désastre environnemental. Et le leader autochtone Maya Kekchi, qui lidérait en fait les actions en justice contre cette entreprise, a été assassiné quelques semaines plus tard pour avoir dénoncé cette entreprise. Donc, dans le département du Péten, la situation elle est assez critique parce que le territoire est tellement grand en fait qu'il y a tous les problèmes présents là-bas. Il y a des projets de barrages hydroélectriques qui nourriraient des terres qui sont prévus. Il y a les monocultures de palmiers à huile, l'exploitation pétrolière. Et puis il y a aussi un impact important du tourisme parce qu'il y a un plan national de développement qui a été signé il y a quelques années par le gouvernement guatémaltèque, qui voudrait en fait regrouper toute la population dans une zone centrale du département pour libérer le nord pour le tourisme et puis le sud pour les monocultures de palmiers à huile. Il y a aussi beaucoup de rencontres en fait entre les peuples mayas du sud du Mexique et le Guatemala et en général les peuples autochtones d'Amérique centrale sur la question de la lutte pour la défense des territoires, sur la question minière, etc. Au niveau du modèle de développement, il est dicté par le capitalisme au Guatemala. En ce moment, le gouvernement, c'est un gouvernement d'extrême droite. C'est un parti, Jimmy Morales, qui est un ancien comique, a été élu en octobre 2015. Et son parti il est fondé par des militaires. Et l'oligarchie et le pouvoir sont intimement liés et c'est les intérêts privés qui priment. C'est pas du tout les populations ou l'intérêt de la population. Et la plupart des entreprises extractives ou d'utilisation des biens naturels sont étrangères en fait. Je vois un seul projet, c'est une mine non métallique d'extraction de ciment qui avait des intérêts suisses, mais en fait l'entreprise Holcim s'est retirée parce qu'il y avait trop de conflictivité. Maintenant c'est un projet avec les centrales nationales, mais la plupart les barrages hydroélectriques, les centrales hydroélectriques, c'est des entreprises étrangères. Les mines, c'est des entreprises étrangères. Le pétrole, tout quoi. Pour les mines, c'est surtout Canada et États-Unis. Et après, les centrales hydroélectriques, c'est des capitaux espagnols, l'entreprise de pétrole français. Voilà. Il y a une mine de nickel aussi dans l'est du pays, c'est la capitale russe. Un tout petit pourcentage de la population qui possède la majorité des terres. Et vous faites bien de faire le lien avec
la lutte pour la justice, parce que justement, quand le verdict pour crime contre l'humanité, pour génocide, a été annulé, il est évident que ce sont les pressions faites par l'oligarchie envers les tribunaux, en l'occurrence envers la Cour constitutionnelle, qui a fait que la sentence a été annulée en fait, parce que l'oligarchie, les grandes familles de l'oligarchie ont appuyé les dictatures militaires. Donc, comme dans la sentence qui jugeait et condamnait Rios Montt, la juge invitait donc à faire des enquêtes sur les autres personnes qui seraient liées au génocide, les familles de l'oligarchie se sont senties un petit peu inquiétées, visées. Donc ce sont les pressions du CACIF, donc le patronat, l'équivalent du MEDEF au Guatemala, et les familles de l'oligarchie qui ont fait pression pour que ce verdict soit annulé. Au moment de la signature des accords de paix, il y a un accord spécifique qui a été rédigé sur l'accès à la terre. Il y en a plusieurs en fait, mais notamment un sur l'accès à la terre. Et le conflit armé, il a aussi eu lieu parce qu'il y a eu une tentative de réforme agraire entre les années 1944 et 1954 avec les gouvernements de Juan José Arevalo et Jacobo Arbenz. Et en fait, il y a eu des terres qui appartenaient à l'entreprise bananière United Fruit Company des États-Unis qui ont été redistribuées aux petits paysans. Et en fait, c'est ça qui a déclenché la guerre civile, pardon de l'avoir oublié avant. Donc il y a eu un coup d'État en 1954 orchestré par la CIA pour mettre fin à cette tentative de réforme agraire. Et donc c'est une des causes principales de la guerre civile. Et ensuite, les accords de paix stipulaient qu'il devrait avoir une répartition plus égalitaire des terres et de nouveau une réforme agraire. Mais en fait, les accords de paix sont restés lettres mortes et n'ont jamais été appliqués par la suite. Donc ces causes structurelles d'inégalité et d'accès à la terre, elles sont toujours bien présentes. Et voire pire qu'il y a quelques années, et surtout par la multiplication en fait l'accaparement des terres, notamment pour des cultures nouvelles comme le palmier à huile. Il y a des organisations, bien sûr, il y a des organisations paysannes de base qui ont des représentations dans tout le pays, notamment le CUC et le CCDA. Alors le CUC, c'est le Comité d'Union Paysanne, Comité Unión Campesina. C'est formé dans les années 70, donc dans l'illégalité, c'est la plus importante organisation paysanne du pays. D'ailleurs, en ce moment même, son dirigeant, qui s'appelle Daniel Pascual, est en attente d'un procès parce qu'il est diffamé et criminalisé. Et donc, cette organisation, et aussi le CCDA, donc c'est le Comité Campesino de l'Altiplano, le comité paysan de l'Altiplano, ont une forte partie de leur lutte qui est liée donc, à la distribution de la terre, donc qui lutte pour faire passer des lois, notamment la loi de développement rural, qui est bloquée depuis plus de 12 ans au Congrès, et d'autres lois en faveur des peuples autochtones. Le CCDA, par exemple, a un projet de coopérative et donc leurs membres produisent du café bio et équitable qui est vendu dans le pays et en dehors du pays. Il y a plein de petits projets positifs en fait, de coopérative, mais vraiment à petite échelle. Après, le problème de l'accès à la terre il reste vraiment très important et empire de jour en jour. Après, il y a aussi vraiment localement aussi des exemples positifs de marchés paysans locaux et où les gens échangent des graines notamment et vendent des produits aussi issus de l'agriculture biologique. Donc je vous invite à continuer à vous informer et après voilà le moyen qu'on utilise le plus c'est la communication, donc sur la page Facebook Collectif Guatemala, vous pouvez trouver plein d'infos et sinon sur le site internet collectifguatemala.org.